Alors, bienvenue à ce web café sur la trajectoire bas carbone de Manitou, particulièrement en lien avec notre manifeste pour une industrie éco-responsable, porté par le pôle MC2 et dont Manitou est signataire. Nos intervenants du jour donc, sont Aude Brisac, directrice RSE de Manitou, et Julien Wechter, vice-président R&D Product Division de Manitou. Ce web café est à l'initiative du pôle MC2, le pôle européen des technologies de fabrication. Donc, il va durer une trentaine de minutes. Vous pouvez poser vos questions via le chat pendant toute la durée de l'intervention. Et nos intervenants y répondront à la fin de leur intervention. Je vous demande de couper vos micros et de couper vos caméras pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Et je vous rappelle que la session est enregistrée. Vous obtiendrez le replay du web café ultérieurement. Je laisse la parole à nos intervenants et puis je vous souhaite un bon web café. Merci. Bonjour à tous. Je vous propose de démarrer par une brève introduction sur le groupe Manitou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien l'entreprise, donc Manitou, pour rappeler un petit peu notre activité, conçoit, produit et distribue des solutions partout dans le monde. Donc quand on dit solutions, ce sont des matériels et des services pour la manutention, l'élévation de personnes et le terrassement. Et on distribue ces solutions pour 3 marchés principaux que sont la construction, l'agriculture et les industries. Donc nos produits sont distribués aujourd'hui dans près de 160 pays. Comme vous pouvez le voir avec ces chiffres, le chiffre d'affaires réalisé à l'international est de plus de 82 un chiffre d'affaires de presque 2 milliards donc en fin de 2021. Nous sommes une entreprise familiale, plus de 60 du capital est détenu par les familles fondatrices, avec donc 4 500 salariés répartis dans le monde. Voilà. Et puis quelque chose d'important également, vous rappelez la mission de l'entreprise. Donc la mission du groupe, c'est d'améliorer les conditions de travail, la sécurité et la performance partout dans le monde, tout en protégeant l'homme et son environnement. Voilà, donc Manitou est aujourd'hui une référence sur ces marchés et comme vous pouvez le lire en haut à droite, aujourd'hui un chariot télescopique sur 4 vendu dans le monde est un Manitou. Alors la RSE chez Manitou, c'est une histoire donc en effet de longue date qui a été mise en place il y a un petit peu plus de 10 ans et qui s'est structurée et ancrée dans la durée. Donc en 2011, la démarche a démarré avec une première évaluation qui nous a permis de mesurer et d'évaluer là où on en était d'un point de vue carbone. Puis en 2013, on a décidé de lancer une première consultation RSE auprès de nos parties prenantes qui nous a permis de structurer le premier plan RSE, le plan élévation, basé sur 3 piliers à cette époque-là. Lors de cette première démarche, on a mis en place un programme qui s'appelle le programme Reduce, qui nous a permis de travailler et d'améliorer un impact majeur de l'entreprise, qui était donc la consommation de carburant des machines. On a donc lancé un programme qu'on a appelé Reduce, qui visait donc à réduire cette consommation et aussi à lancer un affichage environnemental sur nos matériels. C'est un programme qui a été primé en 2015. Et puis en 2018, on a revu une nouvelle feuille de route RSE avec la mise en place d'objectifs quantitatifs à 4 ans. Et suite à ça, en 2020, eh bien, crise du Covid, le groupe décide de revoir son projet stratégique et met en place un nouveau projet qui s'appelle New Horizon, dans lequel on décide d'intégrer pleinement le plan d'action RSE, les ambitions RSE. Donc pour cela, on a lancé en 2020 une consultation, donc une deuxième consultation auprès de nos parties prenantes. C'est une consultation qu'on a menée en partenariat avec 4 étudiants qui étaient basés dans une école à Manille, lors d'un partenariat et on a interrogé à peu près 1000 personnes réparties donc dans 20 pays.
On a interrogé, l'ensemble des partenaires externes, de l'entreprise, et également évidemment les collaborateurs. Donc cette consultation nous a permis d'identifier, quelles étaient les top priorités stratégiques pour le groupe et aussi quelles étaient les top priorités pour nos parties prenantes. Et donc, de ce qu'on a ressorti de cette analyse dans, ce qu'on appelle la matrice de matérialité en RSE, donc ce qui était tout en haut à gauche de cette matrice, c'était donc les 4, enfin les 5 sujets suivants et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler des 2 premiers. C'était donc, les produits et les services bas carbone et les solutions climato-compatibles. Alors les solutions climato-compatibles, c'est toutes les actions et la démarche de l'entreprise, pour, se préparer à un monde, bas carbone, et s'adapter, au changement climatique, au-delà, de la machine, et des services que l'on vend. Alors pour mener à bien cette nouvelle feuille de route, on a mis en place, on a plutôt, renforcé, la gouvernance, RSE du groupe. C'était important, voilà, pour atteindre les ambitions qu'on s'était fixées. Du coup, cette gouvernance, elle a été revue au plus haut. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du conseil d'administration, on a mis en place, un nouveau comité, depuis l'année dernière, donc en juillet, 2021. Un comité RSE a été mis en place et la mission de ce comité, c'est de superviser, l'ensemble des ambitions et des engagements du groupe, en matière environnementale, et sociétale. On a également, mis en place une instance de pilotage, donc le comité de pilotage RSE qui se réunit, tous les 2 mois, dans lequel vous retrouvez, l'ensemble des directions, qui sont essentielles pour mener à bien, les objectifs de la feuille de route. Et l'objectif de ce comité de pilotage, c'est d'accélérer sur la feuille de route, de pouvoir déployer dans les organisations et mesurer l'avancement, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et enfin, on a également mis en place un réseau, ce qu'on a appelé le réseau des leaders RSE, dans lequel en fait on retrouve, des personnes qui ont été nommées, par le comité de pilotage et qui ont pour mission de déployer, dans leur métier, les objectifs RSE, de communiquer et puis aussi de créer des communautés. Alors voici la feuille de route, qui a été mise en place, suite à la consultation RSE, faite en 2020. Donc on a donc, comme vous pouvez le voir, 4 grandes priorités. Donc, au cœur des enjeux, on a placé, tous nos enjeux, humains, et éthiques. 2e priorité, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail, à la fois pour les collaborateurs et pour les clients, les utilisateurs des machines. 3e, l'économie circulaire et puis enfin la dernière dont je vais plus vous parler aujourd'hui, avec Julien, la trajectoire bas carbone, dans laquelle, suite, au bilan carbone qu'on a réalisé, on a identifié 3 priorités pour le groupe. La première, et c'est Julien qui détaillera ces aspects-là tout à l'heure, innover avec des produits à faible émission. Mais également développer des services pour réduire, les émissions lors de l'utilisation et puis pouvoir transformer les usages et enfin, réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre. Alors pour mettre en place, cette trajectoire bas carbone, donc on a mis en place un projet chez Manitou, qu'on a appelé, en interne, le projet Climact. C'est un projet qui a duré, presque 1 an, toute l'année dernière. Et qui s'est structuré autour de ces 4 étapes, assez classiques, dans la mise en place, d'une trajectoire bas carbone. Donc la 1re étape, ça a été évidemment de mesurer l'empreinte carbone, globale du groupe sur l'ensemble de nos émissions, donc sur les scopes 1, 2 et 3. Donc pour cela, on a utilisé une méthodologie, enfin la méthodologie internationale du Greenhouse Gas Protocol. Cela nous a permis, d'identifier en fait, les sources d'émissions majeures, là où on devait agir en priorité pour réduire nos émissions et pour identifier en fait, l'ensemble des leviers, qu'on avait pour réduire ces émissions. Donc après l'étape 3 dans le travail d'une trajectoire, c'est de pouvoir, calculer le potentiel, en fait de chacun de ces leviers. Donc, on a calculé le potentiel d'émissions évitées par rapport à
tous les leviers qu'on avait identifiés, ce qui nous a permis, en fait, de sélectionner les leviers les plus pertinents, les plus importants et donc de définir, notre trajectoire, bas carbone. Donc pour, la définition de cette trajectoire, on a choisi de se caler sur la méthodologie, du Science Based Target Initiative. SBTI, en fait, c'est une organisation, voilà, de référence qui, travaille, enfin, qui est portée par 4 organisations internationales, que sont le WWF, les Nations unies, le WRI et puis, le CDP. Et en fait, SBT propose aux entreprises, en fait, une méthodologie pour identifier, en fait, et mesurer leurs objectifs de réduction, afin que ceux-ci soient calés, en fait, sur la science. Et donc pour être un petit peu plus clair, c'est-à-dire que ces objectifs doivent permettre, en fait, un potentiel de décarbonation suffisant pour qu'ils soient, en fait, calés sur, les préconisations du GIEC et donc sur, les accords de Paris. Et SBTI valide les objectifs des entreprises à partir du moment où ils sont suffisamment ambitieux pour prévoir ce niveau de décarbonation, suffisant. Voilà, donc dans ce projet, qui s'est déroulé l'année dernière, ce qui a été majeur, et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment la gouvernance mise en place pour pouvoir suivre et mettre en place ce projet, mais également suivre la trajectoire ensuite dans la durée, puisque là, on est parti sur une trajectoire à 10 ans. C'est également les outils, pour, calculer et puis ensuite, suivre cette trajectoire et puis enfin, la culture et la sensibilisation des équipes et on en reparlera, tout à l'heure. Alors les 2 grands objectifs qu'on s'est fixés, derrière lesquels on a une feuille de route avec une quinzaine d'objectifs, quantitatifs avec les fameux leviers de réduction. Donc les 2 objectifs centraux, c'est ceux que vous voyez sur cette slide. Donc le premier concerne les émissions directes, de Manitou, donc celles, liées, à nos opérations, sur toutes les en fait, les sources d'émissions qu'on contrôle et qu'on possède. Donc là, on s'est fixé un objectif de réduction, de 46,2 en 2030 par rapport à nos émissions de 2019. Et le deuxième objectif, concerne les émissions du scope 3, donc les émissions de la chaîne de valeur, c'est-à-dire tout ce qui se passe en amont de Manitou et en aval. Donc en amont, c'est tous les achats de pièces et composants pour produire les machines, et en aval, c'est l'utilisation des produits par nos clients pendant toute leur durée de vie. Et enfin, le fret aussi, pour transporter les machines en amont de nos fournisseurs jusqu'à nos usines et en aval de Manitou jusqu'à nos distributeurs. Et donc là, on s'est fixé un objectif en intensité, donc qui est de -33,7 par heure d'utilisation. Alors pourquoi on est en heure d'utilisation? Ben, c'est un petit peu comme dans l'automobile où ils vont se fixer des objectifs par kilomètre parcouru. Eh bien nous, nos machines, elles, voilà, elles ne font pas des kilomètres, elles font des heures et on mesure ça en fait avec les horamètres qui sont, dans les machines. Voilà, et donc ces objectifs, ont été validés, très récemment, donc au mois de juillet, 2022, par l'organisation, Science Based Targets. Alors pour mieux comprendre, notre trajectoire, je vais juste vous donner quelques chiffres sur les résultats de notre empreinte carbone. Donc, vous avez à gauche, donc les émissions du groupe, donc, sur notre scope, 1 et 2, donc les émissions directes. Et on voit donc, sur les émissions de Manitou, à peu près 95 de ces émissions sont liées à l'énergie, donc à la consommation d'énergie sur nos sites. Sur le scope 3 de la chaîne de valeur, pardon, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un horizon temporel qui est complètement différent puisque les émissions de scope 1 et 2, on les mesure sur l'année 2019. Le scope 3, on est bien sur toute la durée de vie des produits. Donc on prend les émissions sur, la durée de vie, de la machine et pour, une machine Manitou dure en moyenne 10 000 heures et donc on mesure bien les émissions sur l'ensemble de cette durée de vie-là. Et donc, sur les émissions de la chaîne de valeur, on voit que 90 des émissions sont liées à l'utilisation des produits par nos clients. Ensuite, le deuxième poste, presque qui est à 9 c'est les émissions liées aux intrants. Donc, les intrants, ce sont les achats, de pièces et composants, pour fabriquer nos machines. Et puis, un petit peu moins de 1 des émissions sont liées au fret, pour transporter, les pièces et les machines.
Alors les leviers qu'on a identifiés pour 2030, ils sont très variés, ils sont divers, ils touchent toute l'organisation. Je vais vous en donner, quelques-uns. D'abord, c'est de travailler sur les équipements à faible émission. C'est aussi de travailler sur les matériaux, à travers l'éco-conception, avec des matériaux qui soient, par exemple, recyclés ou plus verts, dans les produits. C'est aussi d'améliorer l'efficacité, énergétique. Donc c'est voilà, c'est pas juste de changer la motorisation, mais c'est de travailler aussi sur, la performance énergétique, sur le fret également, les emballages. C'est aussi d'améliorer, la durée de vie, des pièces de rechange, en renforçant notre gamme de pièces, réparées, donc notre gamme de pièces, Riman. Et puis évidemment, travailler, sur les consommations d'énergie sur nos sites et puis sur la flotte de véhicules. Donc cette trajectoire, et donc l'ensemble des leviers que je viens de vous présenter ont été quantifiés, chacun des objectifs, dispose d'une feuille de route avec des objectifs annuels pour être bien, sûr d'atteindre l'objectif 2030. Donc à gauche, vous revoyez donc l'empreinte carbone du groupe, avec près de 90 des émissions liées, à l'utilisation des produits. Et donc on a identifié plusieurs leviers, comme je vous l'ai dit, notamment la transition énergétique, l'économie circulaire, le fret et l'énergie renouvelable. Sur la transition énergétique, voilà, un objectif majeur, c'est que 43 des produits, vendus en 2030 soient à faible émission, électrique ou hydrogène. Julien, en parlera tout à l'heure. Sur l'économie circulaire, on a une action majeure, qui concerne l'acier, puisque l'acier, en fait, c'est à peu près 90 du poids de la machine. On souhaite que 64 de l'acier, soit en 2030 recyclé ou à faible teneur en carbone. Sur la partie fret, pour vous donner un exemple, donc on a un objectif d'avoir 15 du fret aérien transféré vers du maritime. Et enfin, pour l'énergie renouvelable, 90 d'électricité et de gaz vert, en 2030. Voilà, vous voyez que sur ces leviers et notamment sur les 2 premiers, la transition énergétique et l'économie circulaire, le rôle, de la R&D, est majeur. Et voilà, je passe donc la parole à Julien, pour, compléter, ces points-là. Merci Aude. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle effectivement Julien Wechter. Je suis en charge de la recherche et développement pour le groupe Manitou. Et donc, je viens effectivement en complément de toute notre Aude sur le plan directeur de notre groupe, de l'entreprise, pour vous éclairer sur quel est le rôle de la R&D dans cette transformation, comment ça transforme la manière de concevoir nos produits, l'offre aux clients, mais pas que. Donc, je voulais aborder avec vous aujourd'hui 3 piliers. Le premier, ça va être la transition énergétique de nos produits. Le deuxième, ça va concerner l'éco-conception de nos produits, donc mesurer l'empreinte carbone sur la partie fabrication de nos produits, pas seulement l'usage. Et enfin, je voudrais faire un point particulier, là, comme on dit entre professionnels, sur la transformation des métiers que génère cette démarche chez Manitou. Donc, comme vous le voyez, l'électrification de nos produits a été la première étape. C'est une démarche qui a été démarrée déjà dès 2018 sur la réflexion de comment arriver à avoir des engins zéro émission, avec une forte demande dans le marché de la construction, qui était le premier demandeur pour avoir zéro émission sur les sites, notamment sur les sites urbains dans les grandes métropoles, avec une tendance qui s'est révélée assez forte dans les pays nordiques. Donc, nous avons commencé par avoir des premières communications en 2019 avec un nouveau label que vous pouvez voir en haut à droite sur ce slide qui s'appelle Oxygène. Et donc, on est vraiment rentré dans une phase de mise sur le marché de nos différents produits. Vous voyez là, ça représente simplement le plan de lancement de nos produits en 2022, donc avec une variété de gamme qui est très importante, de la nacelle avec plusieurs capacités, des chariots rotatifs de forte capacité, puis enfin des chariots télescopiques plus compacts, plus adaptés à des chantiers en construction. Ça a nécessité des enjeux de transition, de connaissance aussi de nouveaux fournisseurs, d'appropriation de nouvelles technologies telles que les batteries, les convertisseurs électriques et tous les actionneurs qui nous permettent d'animer nos produits. La gamme produit donc qui permet d'atteindre zéro émission, mais je voudrais venir sur un point en particulier. On a souvent tu peux avancer, Aude.
On a souvent donc les remarques sur OK, les produits émettent moins en usage, mais toujours des doutes qui sont donnés sur les nouveaux composants tels que je les ai évoqués, tels que les batteries au plomb, les batteries au lithium, quel est leur impact sur l'environnement. Donc cette démarche, dans une volonté de responsabilité, on l'a aussi continué et je vais vous montrer donc ces éléments. C'est-à-dire que vous voyez en vert quel est l'usage sur toute la durée de vie des émissions de CO2, donc avec à gauche une nacelle électrique et à droite une nacelle thermique, mais aussi la production et l'achat des composants, quel est leur impact sur l'environnement en termes de CO2 équivalent. Donc vous voyez que si on constate sur un produit achat de composants une légère hausse en termes d'impact, cependant à l'usage donc sur toute la durée de vie, donc l'impact réel de nos produits sur l'environnement, il est absolument favorable pour les nacelles électriques qui sont vraiment le produit sur lequel on a plus de retours d'expérience. Donc notre transition énergétique sur la partie électrique, elle est très bien engagée avec des résultats concrets qui vraiment remportent l'enthousiasme de nos clients. Cependant, donc chez Manitou, on a la chance d'avoir une gamme de machines qui est très variée et nous avons voulu avancer sur un autre plan énergétique qu'on va voir sur le slide suivant, qui est l'hydrogène. Donc l'objectif pour nous, c'est d'offrir à nos clients une solution zéro émission qui est la mieux adaptée à leurs besoins. Nous ne souhaitons pas que nos clients soient obligés de faire un choix ou un compromis entre l'autonomie, la performance et l'impact environnemental. Et je reviens particulièrement sur l'autonomie et la performance. C'est souvent des sujets sur lesquels nous sommes challengés par nos clients. Donc, nous avons décidé d'investiguer dans une deuxième voie. En début 2021, nous sommes lancés dans un projet de R&D de 3 ans sur ce que j'appellerais la possibilité de l'hydrogène pour nos produits, mais aussi évaluer quelle va être la possibilité d'intégration dans l'écosystème de nos clients de l'hydrogène. Cela concerne les aspects suivants: l'approvisionnement hydrogène, donc être sûr que nos clients peuvent s'approvisionner d'hydrogène dans le cadre de leurs opérations, du chantier, de l'agricole, de l'industrie. L'aspect sécurité aussi, toujours assurer une sécurité pour nos clients et les opérateurs. Donc cela passe notamment par la normalisation des infrastructures, des systèmes de stockage de l'hydrogène. Et enfin, la formation. Donc la formation de nos vendeurs, nos techniciens après-vente et évidemment nos clients sur comment utiliser l'hydrogène, en quoi c'est différent ou en quoi c'est similaire par rapport à du diesel, du gaz, de l'électricité. Donc c'est quelque chose qu'on suit évidemment pour s'assurer que cette technologie ou ce nouvel système de stockage d'énergie ait une appropriation qui soit remplie de succès. Donc on vise dans un premier temps des machines qui vont plutôt être à haute performance ou à haut engagement, comme les chariots télescopiques sur les chantiers. Donc vous voyez le visuel de notre première machine à hydrogène que nous avons montée cette année. Donc celle-ci va aller en opération. Et je tenais vraiment à faire mention d'un sujet qui est particulier, qui est important dans la transition énergétique. Nous faisons appel aussi fortement au soutien aux appuis des pouvoirs publics pour accélérer le processus d'homologation de ces produits, qui sont traditionnellement des sujets de longue haleine. Mais cependant, j'aimerais mettre en avant qu'on peut satisfaire qu'il y a une vraie prise de conscience politique qui s'est accélérée cette année avec la sensibilité environnementale accrue, ainsi que l'enjeu stratégique de l'approvisionnement en énergie pour l'Europe. Donc on voit que ce qui était une intuition en 2021 devient une vraie confirmation, car on voit un vrai plan se monter sur la production et l'approvisionnement d'hydrogène. Sur l'approvisionnement et sur le stockage, donc on travaille avec plusieurs partenaires locaux qui sont bien connus. On bénéficie vraiment de l'écosystème des Pays de la Loire, où on a des partenaires sur la production d'hydrogène, l'approvisionnement, mais également les usages. Donc on est en relation avec beaucoup d'acteurs locaux dans des chantiers pour faire justement ces tests en conditions réelles, pour vraiment confronter l'énergie hydrogène comme ce sera le cas pour nos clients. Donc les enjeux fondamentaux, avoir un vrai plan européen de l'hydrogène, afin que la structure se structure rapidement via l'écosystème complet, production, approvisionnement, usage. Donc ce sont des vrais enjeux quand on est dans des transitions énergétiques et il ne faut pas négliger ça. Pour la partie énergétique, donc voilà notre plan. Maintenant, j'aimerais venir sur la partie éco-conception. Donc l'éco-conception, on va venir un peu après dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est comment s'assurer que nos produits dans la conception, donc les composants et l'usage et l'empreinte minimum possible.
Non, tu peux rester là-dessus. Et pour ça, j'aimerais faire appel justement à la connectivité. Depuis 2019, donc toutes nos machines sont équipées de systèmes de connectivité qui permettent de récupérer des données avec l'accord de nos clients sur les usages de nos produits. Et donc, j'aimerais vraiment mettre ce point en avant. Cette connectivité, cette exploitation de données, c'est fondamental pour bien connaître l'usage réel de nos produits et notamment dans le dimensionnement de ces composants. On parle de composants qui ont effectivement un coût parce qu'ils sont très technologiques, très techniques, très nouveaux. Et il était important pour nous d'avoir cette connaissance des usages réels des produits pour dimensionner au mieux nos produits. On peut venir sur la partie éco-conception. Donc ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est donc toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, elles sont nombreuses. Il y a effectivement d'abord quelles ressources on utilise, la production, la distribution. Ensuite, phase qui est la plus longue, l'usage par nos clients. Puis enfin, il faut gérer la fin de vie avec comment on démantèle, comment on recycle, comment on réutilise. Et donc, c'était un vrai enjeu pour mettre à disposition de tous nos concepteurs en R&D un outil qui leur permette de mesurer l'impact réel. Parce que vous voyez, il y a des cycles qui sont très nombreux. Puis on va les voir sur le slide suivant. Euh, euh, Comment arriver dans la phase de modélisation. Donc, quand nos concepteurs choisissent les matériaux, choisissent le processus de fabrication, quelle finition, d'où vont venir les pièces, et ensuite comment les composants pourraient être recyclés. Pardon. Donc, c'était un enjeu fondamental dès l'étape de conception, de mettre à disposition ces indicateurs qui permettent d'avoir une analyse et ensuite d'améliorer dès la phase de conception nos produits afin que l'empreinte carbone soit réduite au maximum. Et sur le slide suivant, on va avoir un exemple assez simple. Je vous ai pris un marchepied. Donc, pièce très simple, normalement, et c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années et puis sur lequel on ne se posait pas vraiment de questions. Et je vous ai montré un exemple qui est assez intéressant entre deux choix techniques assez opposés, une pièce métallique peinte et une pièce galvanisée. Donc, les a priori nous disaient, bon, une pièce galvanisée, ça va être plus intéressant parce qu'il y a moins d'empreintes en termes d'énergie sur le processus de peinture versus la galvanisation. Mais cependant, on voyait qu'il y avait des transferts d'impact parce que les pièces qu'on se fait galvaniser nécessitaient, on va dire, sur des empreintes ailleurs que le CO2, des enjeux assez importants. Donc, ce que vous voyez sur la partie transfert d'impact. Donc, l'outil qu'on met à disposition, il présente l'avantage de pas seulement montrer que l'impact en termes de CO2, changement climatique, tel qu'il est mentionné, mais également aussi l'épuisement des ressources, les énergies primaires, l'acidification, le rejet d'acide dans les eaux pluviales, mais également la formation de la dégradation de la couche d'ozone. Donc, on a la capacité de mesurer tous ces éléments et de les mettre à disposition pour prendre le meilleur choix, on va dire, technique pour cette transition énergétique et aussi cette conservation de l'environnement. Donc, il y a un outil qu'on va déployer en 2022 sur lequel on a de fortes attentes et qui va vraiment changer l'appropriation et la façon de concevoir. Pour finir, donc, j'ai beaucoup parlé des technologies, des process, mais j'aimerais aussi mettre en avant les personnes. Il y a un vrai travail d'accompagnement qui a réalisé auprès de nos collaborateurs dans ce changement. Donc, d'abord, c'est sensibiliser, c'est former, c'est aussi donner le pouvoir aux personnes d'être acteurs du changement et leur dire, vous avez cette opportunité, prenez-la. Donc là, comme l'a dit Aude, il y a un vrai travail d'accompagnement de la direction qui donne cette possibilité. Mais aussi, on va dire, c'est le travail de tout chacun en tant que collaborateur. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que on sensibilise nos personnes à dire, dans une entreprise, vous pouvez s'y changer nos manières de travailler, nos pensées, et vous pouvez contribuer. Donc, ça a nécessité aussi l'accompagnement et l'ouverture de nouveaux postes. Donc, par exemple, on a intégré un responsable d'éco-design dans cette année. On est en train de recruter un acheteur durable. Dans chaque poste, dans chaque service, tout le monde a son rôle à jouer. Je pense que Aude, tu voulais dire quelques mots en conclusion sur les métiers. C'était juste pour très concrètement, en fait, dire comment ça se traduit. On a notre semaine du développement durable dans une semaine et du coup, voilà, chaque année, on insiste sur certains points de la feuille de route pour expliquer et surtout pour faire comprendre quel est le rôle de chacun dans cette feuille de route. Et cette année, on fait un focus tout particulier sur notre trajectoire avec donc un déploiement de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, c'est un atelier de 3 heures pour comprendre les effets, les enjeux, les conséquences du changement climatique.
On va y former en fait, le top 100 managers du groupe et puis ensuite auprès de l'ensemble des collaborateurs, on déploie des ateliers 2 tonnes, pour faire comprendre à l'échelle individuelle, combien, on passe de 9 tonnes aujourd'hui à 2 tonnes, en 2050 et sur quel levier on peut agir. Voilà. Tout à fait. Vous avez vu, hein, actuellement, il y a un pléthore de postes ouverts dans le groupe Manitou, éco-conception, des data scientists, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, pour être capable de mieux connaître nos usages. Donc, c'est aussi une vraie transformation jusqu'aux personnes qui contribuent en fait à cette transition énergétique, cette trajectoire vers là-bas. Voilà, on a terminé. Merci à tous. Merci Aude, merci Julien. On va pouvoir passer à la session questions-réponses. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. J'en ai déjà une de Charles Deveau de la société Endema qui nous demande: avez-vous fait une ACV multi-critères comparative de vos nacelles ELEC et thermiques, pas uniquement sur les émissions de carbone? Alors, je commence, Julien, je te laisserai compléter. On n'a pas fait cette analyse, entre le enfin complète, hein, sur, ACV. En effet, là, l'analyse qu'on vous a montrée est uniquement pour l'instant sur les enjeux carbone. Donc le comparatif thermique électrique, il n'existe pas encore, en ACV, donc en multicritères. Ça va venir avec l'outil, que vous a présenté, Julien. En revanche, on a fait une ACV multicritère, en 2014, sur un matériel agricole, ce qui nous a permis en fait, en effet de voir, d'avoir en tout cas une analyse très détaillée, multicritère, sur un matériel agricole, thermique. Et c'est aussi cette étude-là qui nous a permis à l'époque, de mettre en place des solutions telles que le stop and go, ou voilà d'autres leviers, pour réduire les impacts. Merci. J'ai une seconde question de Nicolas Gollard. Comment gérez-vous vos fournisseurs, services, achats, afin d'avoir les données nécessaires à la réalisation des ACV? Alors, je dirais qu'il y a eu 2 initiatives qu'on a lancées, qu'on n'a peut-être pas détaillées aujourd'hui, effectivement. La première, c'est qu'on a revu la charte des fournisseurs. Nos fournisseurs s'engagent à fournir ces données. Puis d'autre part, dans tous les cas d'échange, en fait, on demande ces données, elles sont contractualisées maintenant. C'est-à-dire que pour qu'un fournisseur ou un service puisse fournir Manitou, il doit s'engager à fournir ces éléments qui rentrent effectivement dans notre analyse complète, hein, comme je vous l'ai montré. Ces données sont indispensables afin d'avoir l'empreinte complète. Comme on vous a dit, hein, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement le scope de Manitou, c'est l'empreinte complète de Manitou en amont et en aval. Merci. Avez-vous d'autres questions? Je n'en vois pas. Moi, j'en ai une. Comment? Oui, j'en ai une dernière, j'ai pas eu le temps de la noter. Est-ce que vous pensez que la transformation que vous avez mis en place chez Manitou est principalement le fait de votre actionnariat familial? C'est-à-dire que est-ce que dans une autre société avec un actionnariat qui serait pas familial comme le vôtre, à 60%, je crois, on aurait obtenu les mêmes résultats? Alors en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est certainement un levier, majeur, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un actionnariat familial qui du coup a une vision long terme, et qui nous engage en fait sur des sujets de long terme comme ça. Donc c'est vrai que c'est une chance. Ouais. Ouais, j'abonde complètement. C'est-à-dire qu'on a été encouragés, mais cependant, j'ajouterais que pour les entreprises qui ne disposent peut-être pas d'un action familiale, ça doit devenir, on va dire, une obligation aussi, pas seulement réglementaire ou autre, mais c'est nos employés, en fait, nos collaborateurs, pour lesquels ça va être un critère indispensable en termes de reconnaissance dans l'entreprise, d'avoir cette démarche. Oui, et c'est vrai qu'on observe depuis nous, 2-3 ans et chaque année, c'est de plus en plus fort l'ensemble de ces signaux faibles en fait, la pression des parties prenantes, elle s'intensifie fortement. Voilà, c'est les investisseurs, en effet, les collaborateurs, les clients également et tout ce qui est grand compte. Et voilà, on a de plus en plus de demandes et de questions, on est challengé sur ces sujets-là. Ce qui Mais nous pas que d'ailleurs, va bien hein. parce que ça nous conforte dans nos croyances, hein, donc
on va dire que tout se met en place, puis qu'on a vu une vraie accélération de ce sujet dans la dernière année, hein, Aude. Oui, tout à fait, oui. Merci. J'ai une question de Gildas sur le levier conso d'énergie renouvelable et achat de gaz vert. Est-ce disponible sur ce marché? Alors, c'est-à-dire? Si vous pouvez préciser. Est-ce que vous pouvez préciser la question, Gildas, si vous êtes encore en ligne, par chat ou directement C'est- à l'oral? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc déjà, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. Oui, sur les énergies renouvelables, sur l'électricité renouvelable, dans mon entreprise, on arrive à en acheter les certificats sans trop de difficultés. Par contre, pour le gaz renouvelable, donc tout ce qui est biométhane notamment, actuellement, on rencontre des problèmes de disponibilité en fait de l'offre. Et je voulais savoir, vous, donc chez Manitou, est-ce que ce sont des volumes importants ou pas? Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement de biométhane ou pas? Alors, sur le gaz et l'électricité, les études sont en cours, puisqu'en fait, l'objectif pour 2030 est 90 mais pour cette année, il est de 10. Donc et pour l'instant, pour le gaz, oui, sur les 10 alors les études sont pas finalisées, c'est en cours, on est en plein dedans, mais pour l'instant, on n'a pas de problématique, d'approvisionnement. Après, il y a problématique économique liée aux problèmes qu'on connaît sur l'approvisionnement d'énergie et les surcoûts de l'énergie et donc aussi des certificats. Mais en tout cas, pour le moment, sur le périmètre qu'on est en train de regarder, on n'a pas cette problématique. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'ai une autre question de Arnaud Moulin. Avez-vous mis en place une démarche de réemploi industriel en interne ou en externe, notamment pour réemploi de vos stocks dormants? Je ne sais pas si tu peux répondre, Julien. Sur les stocks dormants, c'est sur les composants, sur les machines. Si vous pouvez préciser, si on parle des produits finis ou bien des composants. Au niveau des composants, aujourd'hui, dans le contexte international, je dirais qu'on n'a pas trop de problèmes de stock, étant donné que tous des enjeux d'arrivée à part de rupture de production. Réemploi des machines, oui, effectivement, on gère souvent la seconde vie, troisième vie des produits en proposant des reprises et des réaffectations sur les composants. Okay. Alors, sur les composants, on a une initiative de faire du Reman, c'est-à-dire qu'on a aussi des objectifs, je ne sais pas si tu les as montrés, Aude, mais d'avoir des objectifs de pourcentage assez élevés de Reman, soit en première monte, soit en pièces de rechange. Et on analyse en fait composant par composant lesquels sont candidats à ça, c'est-à-dire souvent on a des composants qui peuvent être réutilisés sans impact, on va dire, sur la fiabilité du produit. Merci. J'ai une autre question de Yann Vélin de Initia. Y a-t-il de la R&D sur de la conception en rupture des nacelles, entre parenthèses drone? Ouais. Alors, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je suis là pour répondre à ces genres de questions. On a un service et même un département innovation au sein de Manitou qui traite des ruptures d'usage sur tous nos produits, les nacelles, les chariots, les chargeuses. Donc, on a plein d'idées qu'on essaye. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, il est 9h10, on va pouvoir conclure ce webcafé et puis tous retourner à nos occupations. Je vous remercie, Aude et Julien, pour cette intervention. Merci d'inviter. Merci à tous. Et puis merci à tous. Je vous rappelle, je me permets juste de vous parler de notre prochain webinaire sur la résilience industrielle. Ce sera mardi 13 septembre. Vous pourrez découvrir comment des entreprises ont modifié leur système de production en pleine crise. Assez intéressant. On va voir les témoignages de Nanovia, Socomore et Tronico
Ce sont des entreprises qui se sont tournées vers la santé ou le médical, alors qu'elles étaient plutôt sur le secteur de la fabrication additive, aérospatiale et électronique. Et puis, ce sera l'occasion de vous présenter la CEC West. C'est la Convention des entreprises pour le climat qui a été lancée il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le lien sur le chat. N'hésitez pas au moins à aller jeter un coup d'œil. Toutes les informations sont sur notre site internet. Le lien est dans le chat. Merci encore à tous. Merci à Manitou pour leur collaboration. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.